Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 8 mai. Me revoilà avec des bronches passablement dégagées, une voix à peu près potable, enfin j'espère. Je vais tenter de faire cette petite vidéo point lecture parce que j'aimerais vous parler au moins de 2 lectures. Il est possible que je tousse puisque j'ai encore pas mal de quintes de toux, mais si c'est le cas, je ferai des coupures. Me revoilà aussi dans un tout nouveau décor puisque il fallait refaire la pièce où j'ai mon petit bureau et ma pile à lire notamment. Et voilà, j'ai mis un petit lait de papier peint comme je souhaitais depuis un moment avec des petits oiseaux et des petites fleurs. Et je suis très contente du résultat. Je trouve que ça rend bien derrière l'ensemble de mes livres, des livres de ma pile à lire que j'ai pu ranger hier. Voilà. Donc c'est parti pour vous parler de 2 romans que j'ai fait dernièrement, 2 livres que j'ai lus au mois d'avril, mais je vais aussi vous parler comme d'habitude de mes lectures plus récentes, de celles que je fais en ce moment. Et puis pour terminer, il y aura un petit book haul en hommage à un grand écrivain qui vient de nous quitter. Assez de blabla, je vais boire un petit peu d'eau avant de commencer la vidéo. Alors, je voulais commencer par vous parler d'une lecture que j'ai faite donc au mois d'avril. Hélène Bukowski, Les Dents de lait. Donc, c'est un roman que j'avais vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux avec beaucoup de chroniques très élogieuses. C'est un roman d'une jeune auteure allemande qui apparemment a beaucoup le vent en poupe. Et donc j'avais cédé à la curiosité, je l'avais acheté, je ne sais plus quand, tout début d'année peut-être. En tout cas, c'est un roman qui est paru en 2019 en Allemagne et qui avait été traduit et publié en France en 2021. Les Dents de lait d'Hélène Bukowski, qui est une toute jeune auteure allemande, et il me semble que c'est son tout premier roman. Il s'agit en fait d'une dystopie, d'une dystopie qui met en scène une adolescente qui s'appelle Skald, et puis sa mère qui s'appelle Edith, et toutes deux vivent seules dans une maison perdue dans la forêt, une région plongée en permanence dans le brouillard où la nature est en fin de vie en raison de nombreuses canicules. Donc dès le début de ce roman, l'auteur nous plonge dans une ambiance vraiment bien construite, une ambiance fin du monde, telle qu'on pourrait l'imaginer, telle que quelqu'un de super éco-anxieux pourrait l'imaginer. Alors Skald et sa maman Edith vivent en autarcie dans ce coin coupé du monde depuis que les habitants, il y a de nombreuses années, en fait, ont fait sauter le pont qui les relie au monde extérieur, où a priori régnerait le chaos. Alors elles ont quelques voisins avec qui il y a du troc et du soutien, mais seulement une poignée, parce que la majorité déteste Edith, qui en fait n'est pas du tout du coin. En fait, Edith, elle est arrivée un beau jour dans ce coin perdu, coupé du monde, qui n'est plus relié à la terre. Elle est arrivée par la nage, et donc elle n'est pas bien vue des habitants qui ne supportent pas les étrangers, qui ont peur de tout ce qui ne les concerne pas. En plus, Edith n'est pas comme tout le monde, elle n'a jamais perdu ses dents de lait, donc c'est quelqu'un de différent, et donc tout le monde s'en méfie et la déteste depuis toujours. Edith, elle semble en profonde dépression, elle ne s'occupe plus de rien, elle passe son temps à dormir sur le canapé du salon ou à prendre de longs bains glacés. Elle ne lit plus, alors que c'est une grande lectrice, la maison regorge de livres. Elle n'entretient plus le potager, qui est leur moyen de survie, elle ne coupe plus ses manteaux qu'elle fabrique avec la peau de leur lapin. C'est en fait sa fille Skald qui gère tout et qui conduit même le vieux pick-up. Alors en plus de ça, dans cette ambiance, la relation entre la mère et la fille est assez particulière puisque elles semblent se détester, elles ne se parlent quasiment pas ou sur un ton très agressif ou défensif. C'est un peu spécial. Un jour, Skald va trouver dans la forêt une enfant à la chevelure rouge-feu qui semble survivre toute seule. Elle va décider de la recueillir et eh bien Edith
est folle de rage. Évidemment, le voisinage va apprendre la nouvelle que Skald a recueillie dans la maison une petite fille, en plus avec des cheveux rouges, et eh bien le voisinage, pétri de peur et de superstition, va se lancer dans une véritable chasse aux sorcières sur cet enfant. Persuadés qu'ils peuvent changer d'avis et aussi qu'ils peuvent se montrer plus tolérants avec le temps, eh bien Skald va s'occuper de la petite fille et elle va aussi négocier un délai de quelques mois en pensant qu'elle peut les faire changer d'avis sur la petite fille. Et elle trouve un accord avec le voisinage, elle leur propose que si les dents de lait de l'enfant ne tombent pas, eh bien elle devra les leur livrer. Alors voilà pour le pitch de l'histoire qui m'a paru, voilà, une histoire dans laquelle, enfin, j'ai pas du tout accroché, je n'y ai pas du tout cru. En fait, trop d'éléments un peu disparates et sans vraiment de sens. J'ai pas vraiment aimé ce roman. J'ai trouvé l'écriture en plus très peu naturelle. J'ai eu l'impression qu'elle était volontairement poussée, cette écriture, vers un style à la fois sec et poétique. Forcé ce style, mais ça n'a pas pris du tout sur moi. Ça m'est apparu, voilà, ouais, c'est ce que je disais, forcé, voulant comme imiter un style. L'histoire, je le disais, je n'y ai pas trop cru. Les situations climatiques désespérées, les personnages rustres, dégénérés que l'on rencontre dans ce roman, j'ai trouvé tout cela beaucoup trop exacerbé, trop poussé, trop fantasmé. En plus, il n'y a aucune explication sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ce monde, ou bien sur pourquoi la mère et la fille se détestent à ce point, par exemple. Donc, tout est mystère, tout est non-dit, on n'a aucune explication. J'ai trouvé en plus que l'histoire était plate et vraiment très facile. Ça avance peu, il y a beaucoup de scènes du quotidien qui, je trouve, n'apportent rien à l'histoire. Pourtant, les thèmes traités dans ce roman, à la base, je les ai trouvés vraiment intéressants, à savoir le rejet de la différence, les conséquences néfastes de la fermeture au monde de l'être humain. Et en plus de tout ça, donc voilà, malgré ces thèmes intéressants, j'ai noté des incohérences dans le texte, et ça, je déteste. Rencontrer des incohérences dans les textes, par exemple, on comprend qu'ils sont coupés du monde depuis de nombreuses années, et pourtant, ces personnages fument énormément, ont toujours des paquets de cigarettes à portée de main. Où se les procurent-ils? On ne sait pas, puisqu'ils sont coupés du monde. Donc, a priori, ils sont très peu, il n'y a pas d'industrie, voilà. Donc, il n'y a pas d'échange avec le reste du monde. Pareil, ils se déplacent toujours avec leur pick-up. Alors, comment peuvent-ils mettre de l'essence dans leur voiture? Tel qu'on imagine le monde, eh bien c'est coupé du monde, il n'y a pas d'approvisionnement possible en matières premières. Il y a également l'électricité qui fonctionne, et puis l'eau du robinet aussi qui semble fonctionner. Voilà, j'ai trouvé ça quand même assez incohérent dans la construction d'un texte dystopique. Pour conclure, en point fort, j'ai trouvé que l'ambiance était originale et glauque, plutôt bien construite. Ça, c'est vrai que les paysages... voilà, l'ambiance générale, la forêt, la maison, c'est bien imaginé, c'est bien construit, mais l'histoire est assez plate, une histoire que l'on voit venir avec beaucoup de longueur, beaucoup de caricatures dans les personnages, un gros manque de profondeur dans les réflexions et dans l'apport d'éléments explicatifs. Voilà mon ressenti sur cette lecture, et malgré la chouette ambiance, moi ça ne m'a pas du tout suffi, je me suis vraiment beaucoup ennuyée avec ce roman. J'ai eu l'impression que l'auteur a voulu trop en faire, qu'elle a voulu jeter sur papier ce monde et ces personnages qui sont intéressants à la base, hein, qui sont sortis de son imagination, et puis qu'elle a ensuite brodé une histoire pour faire rentrer ces personnages dedans. Voilà, c'est uniquement l'impression que j'ai eue, hein, c'est certainement pas la vérité. Ou bien j'ai aussi l'impression qu'elle l'a écrit dans un très bref délai, sans forcément se relire et approfondir. Voilà les impressions que j'ai eues sur ce roman. Encore une fois, ce ne sont que mes impressions, et voilà, pour conclure, je n'ai pas apprécié cette lecture, Les Dents de lait d'Hélène Bukowski. En deuxième lecture dont je voulais vous parler, j'ai lu le mois dernier et j'ai beaucoup aimé. Un roman de l'auteure sud-coréenne Han Kang, Celui qui revient.
C'est un roman qui était paru en 2014 en Corée et qui a été traduit et édité en 2016 en France. C'est un roman qui nous plonge dans une période très difficile de l'histoire de la Corée du Sud. Nous sommes en 1979, après l'assassinat du dictateur sud-coréen Park Chung-hee. Et dans le pays, il y a un vent d'espoir, de liberté et de démocratie qui souffle. Malheureusement, dès quelques mois plus tard, en 1980, les militaires vont prendre le pouvoir. Les habitants vont se soulever contre le risque d'une nouvelle dictature et vont beaucoup manifester pour l'instauration de la démocratie pour laquelle ils ont beaucoup lutté. Mais malheureusement, la réponse des militaires sera terrible, sera sanglante. Ce roman nous embarque donc en mai 1980 dans la ville de Gwangju, moi j'espère que je le prononce bien, une ville qui durant quelques jours va subir une violente répression de l'armée. Des massacres vont être commis parmi les civils, surtout parmi les lycéens, les étudiants et les ouvriers, tous accusés d'être syndiqués. Il y a des scènes absolument terribles, hein, les militaires qui ont été dressés pour tuer et qui sont chaque jour récompensés pour leur nombre de morts quotidiens, eh bien ils sèment vraiment la terreur dans la population et dans la ville, les cadavres s'entassent. C'est pas un roman gay, hein. Han Kang nous fait vivre ces événements en alternant les vécus au moment des événements, pardon. Elle alterne les vécus de plusieurs personnages, dont le principal personnage est Tongo, un jeune étudiant réchappé d'une fusillade qui erre parmi les cadavres à la recherche de son ami disparu. Tongo ne va pas trouver son ami et va finir par travailler, par filer un coup de main bénévolement au centre où sont stockés les corps, où une poignée de bénévoles s'efforce de les rendre présentables aux proches qui sont venus pour les identifier. Et aussi, il travaille pour favoriser le recueillement, prépare les bougies, il prépare les corps, il essaye d'arranger les espaces, même si les corps sont entassés, et il aide le plus possible pour les démarches administratives des familles. Ça, c'est le personnage principal, Tongo, mais il y a également une jeune femme, une employée d'une maison d'édition, qui va vivre ces événements de mai 1980, et elle qui va tenter de poursuivre son travail sur un texte censuré. Il y a également comme personnage la mère de Tongo, qui s'en veut de ne pas parvenir à persuader son fils de rentrer le soir pour se mettre à l'abri à la maison au moment du couvre-feu. Et puis il y a aussi l'âme d'un étudiant décédé, qui regarde ce qui se passe, et aussi la façon dont les corps non réclamés, dont le sien, sont traités par l'armée. Et enfin, on suit des décennies plus tard, à notre époque, des rescapés qui se souviennent de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont subi à cette époque, notamment dans les geôles, des images et des événements traumatiques qu'ils ne pourront jamais oublier, ils ne pourront jamais se reconstruire, et on les voit se consacrer essayer de survivre, et en fait ils consacrent leur vie à s'anesthésier par l'alcool. Donc on alterne les différentes perspectives de ces différents personnages que je viens de vous présenter. C'est un texte, comme je l'ai dit, très dur, factuel, donc vraiment pas évident, mais il n'y a rien n'est fait pour en rajouter dans le pathos, hein. Mais c'est un texte très étonnant, parce que en même temps que toute cette horreur, il y a un style d'écriture, c'est que mon troisième roman que je lis de Han Kang, et c'est des romans à chaque fois très durs, mais ce que j'aime, c'est retrouver le mélange de ces faits difficiles qui nous apprennent sur le pays, et en même temps ce mélange d'écriture si beau. Enfin voilà, l'écriture est vraiment belle, le style est épuré, c'est bourré de zen, c'est poétique même, presque dans l'horreur. Et je trouve que c'est ce qui rend si spécial et si scotchant les textes d'Han Kang. Par ce roman, je trouve que l'auteur rend un très bel hommage aux martyrs décédés pour la démocratie en Corée du Sud, et puis aussi un bel hommage à ceux qui, toujours vivants mais absolument détruits, qui vivent encore dans ce pays aux plaies
qui ont été pensés en fait peut-être un peu rapidement par un développement économique fulgurant. Voilà, c'est un roman très fort qui rappelle la violence et la noirceur dont est capable l'être humain, et puis aussi qui rappelle la vigilance constante qu'il faut avoir pour maintenir les démocraties. Et en ce sens, je trouve que c'est un roman très très important. J'ai beaucoup aimé donc le style, les messages véhiculés. J'ai aussi aimé en apprendre davantage sur l'histoire de la Corée du Sud. C'est une partie du monde dont je connais assez peu l'histoire. Voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Mais attention, c'est très difficile. Faut être en forme quand même pour le lire. Ce sont des faits réels. Voilà pour ce roman, Han Kang, celui qui revient. Je suis vraiment désolée pour cette voix qui commence à déraper. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Je voulais vous parler de mes lectures que j'ai faites très récemment. J'ai terminé hier ou avant-hier, je ne sais plus, Les Petites Boîtes, un des derniers romans parus en France de l'auteure japonaise Yoko Ogawa. C'était le titre que je proposais pour le club des lectures de mon blog pour le mois de mai. Et ben, j'en parlerai sur le blog en fin de mois pour échanger avec celles et ceux qui ont eu éventuellement envie de le lire. Et bien entendu, j'en parlerai aussi ici. Je n'en dis pas plus pour le moment sur cette lecture. J'ai également lu un super roman anglais dont je ne connaissais absolument rien jusqu'à il y a une dizaine de jours. Terre fragile de Claire Fuller. C'est Patricia qui en avait parlé en commentaire sous la dernière vidéo, je crois, et elle m'a donné très envie de le lire, et j'en parlerai un petit peu plus bas, mais j'ai fait un petit tour en librairie d'occasion. Je l'ai trouvé d'occasion, alors que c'est un roman récent. J'étais toute contente, donc je l'ai acheté et je l'ai lu aussitôt. J'adore faire ça en ce moment. Plus là-dedans, acheter un livre et le lire aussitôt. C'est pour ça que j'aimerais réduire cette pile à lire là que l'on voit, qui est beaucoup trop énorme à mon goût. J'ai compté hier, j'ai environ 180 livres et j'aimerais vraiment réduire. Bon, bref, revenons à Claire Fuller, Terre fragile, un très beau roman de cette auteure anglaise que j'ai découvert. Je n'en dis pas plus, j'en parlerai très certainement dans le prochain point lecture. Un petit coup d'eau. Voilà. Alors, en ce moment, je suis en train de lire Murène, un roman de Valentine Gobi, une auteure française dont j'avais déjà lu et absolument adoré le superbe roman Un paquebot dans les arbres. Je suis très contente de retrouver son écriture, son univers. Je suis en train de me régaler avec cette lecture, et c'est une lecture commune que je fais avec Olivia de la chaîne Les Roseaux d'Olive et avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Culture, qui l'avaient toutes deux également dans leur pile à lire, donc c'est chouette, on le lit ensemble en ce moment. Voilà, je mettrai les liens vers ces deux chaînes que j'aime beaucoup en barre d'informations. Parallèlement à ce roman, puisque comme je l'adore, j'ai peur de le dévorer d'un coup, donc je me suis lancée dans des petites nouvelles et je suis en train de picorer des petites nouvelles horrifiques du mangaka Junji Ito. Je ne connaissais pas du tout, bien entendu je connaissais de nom. C'est un recueil de nouvelles qui m'avait été offert à Noël dernier, et ce sont environ 8 nouvelles sous forme de romans graphiques, absolument horrifiques et absolument en même temps délicieuses. Je me régale. Quand je dis délicieuse, c'est que l'horreur, je l'ai déjà dit ici, ne me fait pas, me fait pas peur en fait, me fait plutôt rigoler, et j'adore l'imagination de l'auteur, et c'est ça qui m'amuse énormément. Et j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, je suis très contente de découvrir. Ça fait très longtemps que je voulais découvrir Junji Ito, donc c'est chose faite. Sinon,
J'ai fait la semaine dernière, à mon retour de mon petit séjour en Normandie, où je vous ai mis quelques petits clips de la Normandie en tout début de cette vidéo, j'ai fait un petit tour chez mon libraire d'occasion favori, à savoir Gibert Joseph, à Paris. Parce que sur mon chemin du retour de la Normandie, j'ai appris le décès c'était le lendemain du décès de Paul Auster, et j'ai passé ma matinée de route à écouter les hommages à cet auteur que j'aimais énormément et qui avait marqué, j'avais lu quelques romans sur ma fin d'adolescence et de vie adulte. C'est un auteur qui avait beaucoup marqué cet âge-là de ma vie. Sa disparition m'a rendue vraiment nostalgique de cette période. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu très envie d'aller me procurer certains de ses romans pour les lire. Et en plus du Claire Fuller dont je vous ai parlé tout de suite là, eh bien je me suis procuré chez Gibert, et j'ai trouvé d'occasion l'avant-dernier roman de Paul Auster, 4321, un gros pavé de plus de 1000 pages. Et j'aimerais bien l'attaquer assez rapidement. J'ai également trouvé son roman Tombouctou, qui est beaucoup plus ancien, que je n'avais pas lu, comme beaucoup de ses titres. Et puis, eh bien, c'était pas prévu, je comptais attendre la sortie poche, mais j'ai craqué pour son tout dernier roman, Baumgartner, qui est paru donc en France très récemment, au tout début d'année, juste avant son décès, il me semble. Voilà, des achats un peu impulsifs et marqués par l'émotion de son décès, mais qui m'ont rendue joyeuse de rendre hommage à ce grand auteur, avec le projet de poursuivre la lecture de son œuvre. Ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce point lecture. Dites-moi si vous connaissez ces titres, si vous connaissez, si vous aimez Paul Auster, ce serait avec grand plaisir parlez-en en commentaire. J'aimerais beaucoup échanger à son sujet avec vous en commentaire. Et puis dites-moi si vous connaissez ces auteurs, Junji Ito, Valentine Gobi, Claire Fuller, Yoko Ogawa, Han Kang et Hélène Bukowski. Voilà donc pour ce bilan lecture. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, je fais des vidéos vraiment pour pouvoir échanger autour de mes lectures, pour pouvoir partager et pour pouvoir avoir voilà, quelques échanges, beaucoup, je l'espère, en commentaire. C'est avant tout pour ça que je fais ces vidéos. En attendant de vous retrouver en commentaire et puis pour le prochain point lecture, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.